Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé, si vous êtes plutôt futé, et aujourd'hui on se retrouve dans un épisode très spécial, puisque ça fait assez longtemps quand même, pour faire un astro-commentaire. Donc les astro-commentaires, c'est mes petites reviews de films, séries, expos. C'est vrai que j'ai pas fait trop d'expos en review, j'ai fait les expos mais pas en review cette année, mais le cœur y est quoi, enfin c'est vraiment là où je donne mon opinion sur des œuvres qui m'ont particulièrement touché. Euh, Par où commencer? Donc aujourd'hui, le sujet que je voulais aborder, c'est vraiment Everything Everywhere All at Once. Et en fait, pour les personnes qui ont déjà commandé des lectures de thèmes et qui sont familières avec moi de l'autre côté, en fait, de Mythologie Astrale, plutôt côté boutique, vous avez peut-être déjà discuté avec mon assistant. Donc il m'a pas dit si il était d'accord pour que je révèle son nom, donc je vais pas révéler son nom. Et en fait, c'est lui qui m'a dit de regarder le film. Et il m'a dit vraiment, regarde ce film parce que, te connaissant, je pense que c'est un film qui va pas te laisser indifférent. Et j'étais là, franchement, j'étais 20 000 lieues sous les mers, les factures, le boulot, mythologie astrale, les machins, les trucs. Ça allait pas super fort en plus dans ma coloc à ce moment-là. Je passais beaucoup de temps dehors. Enfin bref, tout ça pour dire que j'étais pas forcément dans la meilleure posture et tout pour regarder, pour me poser genre pendant 2 heures et regarder un film quoi. Et en plus, j'étais en train de bosser mon espagnol. Et, euh, et en fait, j'ai regardé le film. J'ai regardé le film, je l'ai pas vu au cinéma, mais je pense que ça doit être phénoménal, genre au cinéma, je l'ai regardé chez moi, tranquille et tout. Et, euh, et évidemment, c'est un film qui m'a transformé. Après, j'irai pas jusqu'à dire que ça m'a transcendé au point où... Mais c'est vrai que maintenant, je comprends ce que ça fait de participer, ou en tout cas d'être en interaction avec un cinéma dans lequel on se voit. Voilà. Ça peut paraître absurde, mais en 200 ans de l'histoire du cinéma, bon, je pense que si on n'est pas un homme blanc occidental, parce qu'il y a plein d'hommes blancs mais qui sont pas en Occident, euh, plutôt d'une culture judéo-chrétienne, plutôt d'une classe favorisée bourgeoise, bon, je pense que on se voit pas non plus énormément dans le cinéma, quoi. On peut évidemment se projeter dans des archétypes qui ne nous représentent pas forcément, mais dans lesquels on se reconnaît, mais on se voit pas trop dans le cinéma. Là, en l'occurrence, c'est marrant parce que la majorité du casting de ce film est asiatique. Je suis pas du tout asiatique, donc ça n'a rien à voir avec la couleur de peau ni quoi que ce soit, mais en fait, c'est les thèmes qui ont été abordés qui m'ont profondément touché. Hein. Et du coup, je vais pas trop traîner avant de vous faire le pitch. C'est un film qui a été réalisé par Dan Kwan et Daniel Scheinert. Euh, il me semble que les réels, c'est des... Enfin, il y a un mec blanc et un mec qui est genre métis asiatique. Bon, he's white passing. Let's say he's white. Euh, et c'est le film qui a été nominé dans la catégorie de l'Oscar du meilleur film. Et il me semble même que Michelle Yeoh, elle a arraché l'Oscar. Enfin, je suis même pas sûr en fait, donc je vais même pas m'avancer sur ça, puisque bon, les Oscars c'est compliqué et j'ai pas du tout suivi. Mais en tout cas, voilà, ce qui est certain, c'est que la boîte de prod qui a fait ce film, c'est une boîte qui s'appelle A24, et franchement, je sais pas ce qu'ils prennent, je sais pas ce qu'ils sniffent, je sais pas avec qui ils bossent, mais ils font du très très bon boulot. Franchement, cette boîte de prod, je sais pas depuis combien de temps elle existe, mais je crois que ça fait 3-4 ans qu'ils sortent des boulets de canon. Il me semble que c'était la boîte de prod de Moonlight, je suis pas sûr, mais en gros, ils sont un peu connus pour miser sur ils sont un peu connus pour miser sur des films indés à gros potentiel en fait et sur lesquels d'autres personnes n'auraient pas forcément investi quoi. J'aime beaucoup 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 cette boîte de prod parce que bon, j'aime pas forcément tous les films qu'ils ont fait, mais ils ont une manière de concevoir le cinéma bien avant que tous ces trucs liés à la couleur de peau, à la diversité, l'inclusion, blablabla, ce soit à la mode. Ils étaient déjà en fait dans le game quoi. Donc ça m'étonne absolument pas que ce soit eux qui aient fait ce film. Qui est complètement barré. Donc tout ça c'est la prod, voilà le film, etc. Maintenant le pitch. Donc le pitch du film c'est que Evelyn Wang est complètement à bout. Elle n'arrive plus à comprendre sa famille, ni son travail, et elle est complètement submergée par les impôts. Et en fait, là, elle se trouve brutalement plongée dans un univers parallèle qui s'appelle le multiverse, et dans des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu'elle aurait pu mener, en fait. Et c'est magnifique, et c'était tellement bien écrit que je me suis dit, c'est forcément tiré d'un livre
parce que c'est beaucoup trop précis en fait. Souvent les films et c'est là où vous voyez la différence entre les auteurs de films et les auteurs de voilà, c'est la boîte de prod qui a fait Moonlight en 2017, donc ça fait même pas 3 ans, c'est 2017. Ça va bientôt faire ouais, ça va bientôt faire 7 ans, 7 8 ans en fait qui cartonnent en fait ces gens-là, ils font des films de malades. Franchement, c'est anyways. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et donc la nana, elle déraille complètement, elle est acculée par le travail, elle est harcelée par sa conseillère d'impôt, tout va mal en fait. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans le film, c'est que c'est le point de vue. En fait, là, pour une fois, on a le point de vue de la mère. En fait, souvent dans ce genre de film, on a le point de vue de l'enfant, et l'enfant, il est incompris, il intériorise la tristesse de sa mère, du coup, il est dépressif, il fugue, etc. Et en fait, limite, enfin, je trouve ça presque boring, en fait, ce genre de trajectoire. Et là, en l'occurrence, ce que j'ai trouvé vraiment rafraîchissant, c'est que c'est la mère, en fait, le point focal, c'est vraiment tout est centré autour de la mère. Et en fait, ça donne tellement d'empathie, et c'est ça aussi le rôle du cinéma, en fait. Hollywood, c'est une machine à produire des émotions, et c'est une machine à produire de la pensée aussi. Donc en fait, quand on décide de choisir, c'est pour ça que la question de la diversité dans les profils, elle est aussi importante. C'est pas juste pour montrer les personnes qui ont une sexualité, une orientation sexuelle, ou un genre, ou une couleur de peau qui est différente et qui est spéciale, ou qui est à la mode. C'est qu'en fait, c'est très important de varier les archétypes qu'on décide de présenter. On peut pas systématiquement représenter le soleil, la lune et les étoiles. Enfin, il y a Mars, il y a Vénus, il y a Jupiter, il y a Uranus. Enfin voilà, il y a plein de choses à représenter. Et là, en l'occurrence, je trouve que les thèmes qui étaient assez... déjà, je trouve que c'est une histoire qui se rapproche beaucoup de l'astrologie, en fait, mais vraiment dans son sens le plus noble et le plus grand. Donc, je suis pas en train de vous parler des petits horoscopes de merde et des synastries de merde. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime plus? Est-ce qu'il a baisé ma copine? Ou est-ce qu'il m'aime encore? Voilà. Je parle pas de ça, je parle vraiment de l'astrologie de Ptolémée. Voilà, vraiment l'astrologie avec un A majuscule, avec les grands traités, etc. Et en fait, dans cette vision-là de l'astrologie, le monde, le cosmos, ne forme qu'un. En fait, on est une seule entité indivisible. Donc évidemment, ça demande beaucoup d'empathie, et, etc., etc. Donc le cosmos, c'est juste une entité. Et en fait, on est tous interconnectés les uns avec les autres. Et tout ça est rythmé évidemment par le mouvement, enfin l'orbite des planètes. Et l'orbite des planètes nous permet de comprendre quelque part le rythme, le pouls, en fait, de cette bête gigantesque dont on fait partie aussi. Et je trouve ça méga intéressant parce que en ça, le film est complètement en synchronicité avec ce principe-là, en fait. Dans le film, elle vit toutes les vies qu'elle n'aurait pas pu mener et toutes les vies qu'elle aurait voulu mener aussi, et elle les vit en même temps. Et en fait, moi, j'ai quand même une croyance qui est assez proche de celle-là. Je pense qu'au moment où on se parle, dans un monde parallèle, il y a une autre version de vous-même qui n'a peut-être pas fait le choix de traverser via le passage piéton ce matin et qui s'est fait renverser par une voiture. Voilà. Et peut-être qu'à l'hôpital, il y a eu une prise de conscience de malade et il a décidé de devenir astrophysicien. En fait, chaque choix, pour moi, crée à chaque fois de nouveaux espaces-temps, de nouveaux univers, etc. Bon, c'est hyper complexe à expliquer ici, mais pour le coup, c'est vraiment une vision que le film il aborde avec tellement de simplicité que je me dis que je pense pas que toutes les personnes qui aient vu ce film soient restées indifférentes au point de ne pas se dire que il existe peut-être quelque chose au-delà de mes factures, mes impôts, le chien, mon copain ou ma copine, mon mari, mon petit prêt immobilier. Enfin voilà, je doute fort que les personnes qui soient sorties de séances de ce film n'aient pas commencé à chercher à se poser des questions, à ouvrir leur esprit. Et franchement, sincèrement, ça faisait très longtemps que j'avais pas été le témoin de ce genre de cinéma. Pour moi, c'est le rôle aussi du cinéma d'éveiller les consciences. De manière générale, c'est le rôle de l'art, de stimuler, d'éveiller un petit peu les consciences. On n'est pas là pour éduquer, mais on est là pour stimuler, pour éveiller, pour tirer vers le haut. Et vraiment, c'est un film qui fait ça, quoi. Donc, je vais rentrer un peu plus en détail dans le synopsis du film. En fait, Evelyn Wang, c'est une femme qui est américano-chinoise et qui est issue des toutes premières générations d'immigrés qui sont venus s'installer aux États-Unis. Donc, elle tient une petite laverie, vraiment rien de fou, avec Waymond. Waymond, c'est son mari. Et en fait, il y a beaucoup de tensions dans sa famille parce que il y a une inspection par l'autorité des impôts de son business et tout n'est pas carré.
Voilà, tout n'est pas carré. Et au même moment, son mari décide de divorcer, en fait, d'elle. Alors que elle était en Chine et la seule raison pour laquelle elle a décidé de s'installer aux États-Unis, bah, c'est son mari. En fait, elle était très bien dans son pays. Voilà. Euh, en Chine ou à Hong Kong? Il me semble qu'elle était à Hong Kong. Il me semble qu'elle était, je sais même plus. Anyways, c'est pas important. Et donc son père aussi vient d'arriver de Hong Kong et il s'installe avec elle. Donc en plus d'avoir la charge du business de sa fille et de du business de sa fille et de son mari qui lui demande le divorce, elle doit gérer son père en fait, qui est très en plus judgmental. Son père s'était opposé à son départ pour qu'elle aille aux États-Unis, quoi. Donc il arrive, il juge, etc. Voilà. Très beau film, vraiment. Je m'arrêterai pas de faire les éloges de ce film. Il y a tellement de thèmes que moi-même j'étudie, que moi-même je vis, parce que sincèrement, c'est presque l'histoire de ma vie. Hein. Joy, justement, sa fille, essaie de lui faire accepter sa relation lesbienne avec Becky. Bon, moi, personnellement, j'ai jamais fait ça. Hein. Je fais mon coming out à 17 ans. En gros, t'es d'accord, t'es pas d'accord, bye, salut, en fait. C'est pas... Moi, j'aime pas la culture du coming out. Je trouve ça humiliant. C'est vraiment se mettre à genoux et supplier la société de nous accepter, quoi. J'ai envie de dire, gros, on accepte des meurtriers, des violeurs et des pédophiles. Je pense que ça ira. Euh, donc, donc elle doit faire plus d'efforts vis-à-vis de sa fille pour lui faire accepter sa relation parce que sa fille est lesbienne en fait et elle a du mal à faire son coming out. Donc elle a rendez-vous avec Deirdre Beauberdre qui est inspectrice des impôts, donc vraiment la meuf hyper dure, hyper sèche, hyper morne. Vraiment, c'est horrible parce que elle m'a beaucoup rappelé cette femme Saturne en Maison 5. Il y a beaucoup de Saturne en Maison 5 et je suis un Saturne en Maison 5, donc je reconnais mes cousins Saturne en Maison 5. Ça se voit que c'est une meuf qui a Saturne en Maison 5. Elle est incapable d'éprouver du plaisir. Elle a aucune joie dans sa vie. Elle est inspectrice des impôts, donc personne ne l'aime. À chaque fois qu'elle arrive quelque part, elle est source d'anxiété et de haine. Un peu comme à Paris, les gens qui s'occupent de faire les contraventions et tout, de faire les régulations dans les transports en commun. Est-ce que t'as validé ton ticket? C'est des gens que personne n'aime, en fait. Euh, et donc, en fait, au moment où elle est en train de régler ses histoires d'impôts, évidemment, elle a oublié un papier, elle a oublié un truc. Il y a son mari, Waymond, qui apparaît et qui lui dit, fais attention. Parce qu'en fait, il va se passer quelque chose de terrible. Il y a des gens qui sont après toi, il y a des gens qui sont après ta fille, et ces personnes-là, tu dois les éviter, tu dois t'enfuir en fait. Et en fait, il lui explique que lui, il vient d'un autre univers, un univers parallèle dans lequel il a énormément aimé. En fait, dans tous les autres univers, ils sont mariés, mais à chaque fois, il y a une storyline qui est différente. Et en ça, j'ai trouvé ça magnifique, et je vous avoue que j'ai même compris un petit peu mieux toute l'histoire des flammes jumelles, parce qu'en fait, effectivement, il y a des vies dans lesquelles elle n'est pas liée à lui, mais toutes les vies où elle est liée à lui, il tient une place centrale en fait dans ces vies-là. Bref, j'ai trouvé ça magnifique, franchement. Je sais pas qui a, enfin si, je sais qui a fait le scénario, mais franchement, j'ai trouvé ça éblouissant. J'ai trouvé ça éblouissant. En plus, le mélange de comédie et de science-fiction, parce qu'il y a vraiment des scènes spectaculaires en fait dans le film avec des effets spéciaux de malade. Je me suis dit waouh, c'est vraiment un film de ouf. Donc Alpha Waymond, qui lui n'est pas son vrai mari, mais qui est du coup une version de son mari qui vient d'un univers parallèle appelé l'Alphaverse. Bon, ça c'est complexe, hein. Franchement, je sais pas comment ils ont fait pour pitcher ce truc et le faire accepter parce que c'est méga complexe. Franchement, et d'ailleurs, quand vous regardez le film la première fois, je pense que tout le monde ne pige pas tout, quoi. Moi, c'est vraiment mon cerveau d'astrologue et de personne qui est déjà sensible à toute cette histoire de réincarnation et de vie parallèle. Tout ça m'a paru complètement normal. Tout ça m'a paru complètement normal, alors que c'est pas censé me paraître normal. Mais du coup, je pense que j'ai mieux compris que, je sais pas moi, une contrôleuse de gestion hyper cartésienne, athée, voilà, l'expérience la plus spirituelle qu'elle a eue, c'est de lire son horoscope gratuit dans Voici ou Gala, quoi. Euh, donc, les habitants de l'Alphaverse, donc le monde de Alpha Waymond, sont menacés par euh, une nana qui s'appelle Alpha Evelyn. Euh, pardon, excusez-moi, par une nana, comment elle s'appelle? Voilà, qui s'appelle Jobu Tupaki. Qui s'appelle Jobu Tupaki. Et c'est trop drôle, man. This is so funny. Elle s'appelle Jobu Tupaki, donc c'est vraiment la méchante de l'histoire. Elle tue des gens.
elle manipule l'univers, elle arrive à créer des distorsions, enfin bref, c'est la méchante, quoi. Et donc Alpha Waymond, c'est le père de Jobu Tupaki dans un des mondes, et évidemment Alpha Evelyn, c'est la mère de Jobu Tupaki dans ce monde-là, quoi. Et Alpha Evelyn, elle est morte. Enfin, on sait pas ce qui lui est arrivé, elle est morte, elle a disparu et tout, blablabla. Ils font des expériences et elle survit pas, en fait. Et elles créent toutes les deux, donc Alpha Evelyn, la mère, et Jobu Tupaki, la fille, mais dans le monde où elles sont méchantes, elles créent un trou noir qui a la forme d'un bagel et qui peut détruire tout le multiverse. Donc toutes les vies seraient anéanties, quoi. Euh, et c'est trop beau. Et donc tout ça, ça se passe dans la petite vie, pas médiocre, mais la petite vie insignifiante entre guillemets de Evelyn qui tient sa laverie et voilà quoi. Franchement, c'est ça. Le film, il est triste. En même temps, il est drôle. En même temps, il fait réfléchir. En même temps, il y a des scènes complètement stupides. Mais overall, c'est une super expérience. Vraiment, je vous encourage si vous avez toujours pas vu le film à le voir parce que c'est vraiment du bon cinéma, quoi. C'est vraiment du bon cinéma. On se pose pas de questions. Enfin voilà, je vous ai dit, tous les héros sont asiatiques. Moi, j'ai pas besoin de me voir à l'intérieur des héros pour me dire que je résonne avec les thèmes. Moi, clairement, j'ai été Joy, la fille dans ma propre vie. J'ai jamais essayé de forcer ma mère à accepter quoi que ce soit comme relation et tout parce que j'ai pas le temps. Mais ce thème de la mère immigrée qui est venue dans un pays par amour, mais finalement, enfin tu vois, le mari il divorce d'elle, du coup elle se retrouve dans ce pays, mais au départ elle voulait pas venir, elle aimait beaucoup son pays, finalement elle a eu un enfant et l'enfant il a grandi dans ce pays avec tous les acquis sociaux en fait de ce pays. Du coup en fait elle a aucun problème, la fille, à sortir du placard, à avoir une relation avec une fille parce qu'elle est lesbienne, à sortir avec cette fille, à ramener sa fille chez elle, pardon, à ramener sa copine chez elle, à chercher à la faire accepter par sa mère, etc. quoi. Mais on voit bien que l'un des thèmes les plus importants dans le film, c'est le gouffre, en fait, le gap qui existe entre la mère et la fille. Et en fait, ce gouffre, ce trou, il peut être comblé que par de l'amour, en fait. Et c'est trop beau, enfin, enfin, c'est magnifique, vraiment, c'est... Et pourtant, il y a plein de bizarreries, je vous ai dit, c'est comédie et science-fiction, donc il y a vraiment des scènes complètement waouh, genre il y a une scène où la fille, Jobu Tupaki, donc la méchante, elle se bat avec des gods, quoi. Et même moi, franchement, je suis une personne LGBT, j'ai été exposé malheureusement à plein d'images super gore et tout, genre in my life, mais ça m'a choqué, quoi. Je me suis dit, putain, elle se bat avec des gods Michel, et en plus de ça, enfin, elle tue vraiment le gars avec les gods Michel, quoi. C'est super violent comme image, mais bon, je vous laisserai savourer le film. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le casting. Vraiment, il n'y a pas un seul personnage secondaire qui n'avait pas sa place dans le film. Tous les personnages secondaires avaient quelque chose à dire par rapport au thème. Je sais pas si le thème, c'est le fait que l'amour sépare les gens et arrive à lier les gens entre eux. Je pense que c'est un thème encore plus complexe que ça par rapport à la vie et au fait d'accepter sa propre vie telle qu'elle est et de se dire qu'en fait, peu importe les chemins qu'on aurait pu choisir, on est exactement là où on devrait être, à l'heure à laquelle on devrait être. Vraiment, c'est quand on voit le début du film avec le départ en fait du personnage principal Evelyn et la fin du film et on voit sa transformation, mais c'est un truc de malade. Et moi, sincèrement, ça m'a donné énormément d'espoir pour tous les parents d'enfants LGBT. Je sais pas moi j'ai eu de la chance. Hein, j'étais très comment dirais-je, pas autoritaire, mais enfin je pense que vous pouvez l'entendre à ma voix et parce que vous avez écouté le podcast pendant des années, vous voyez à peu près ma personnalité. Moi je m'en fous en fait. Voilà, j'ai juste pris mes précautions. J'étais complètement indépendant financièrement quand j'ai fait mon coming out parce que you never know, especially as a black man en tant que personne noire, tu sais jamais comment tes parents vont réagir. Donc j'ai pris toutes mes dispositions, j'ai fait asseoir mes parents et je leur ai dit voilà, voilà ce qui se passe, etc. Voilà. Et j'ai bien précisé, voilà, je vous demande pas de m'accepter ni quoi que ce soit. Juste c'est quelque chose d'hyper important dans ma vie. Et en fait, quand on aime les gens, on se montre tel qu'on est. On va pas cacher, j'ai pas commencé à cacher des pans entiers de ma vie. Alors que généralement c'est ma vie, c'est mon existence et c'est aussi, c'est pas toutes mes expériences, mais c'est une partie de mes expériences quoi. Et donc j'ai fait mon coming out. Et je me suis tellement reconnu dans le film et ça m'a donné tellement d'espoir dans les parents en fait de ces enfants-là. Je me dis waouh, en fait c'est un film, c'est de la fiction certes, mais le le caractère arc d'Evelyn, il est tellement spectaculaire que je me dis mais enfin si elle a réussi à changer alors que c'est vraiment la mère chinoise
conservatrice, immigrée, on n'en parle pas assez, ça, du conservatisme des immigrés. Après, quand les gens commencent à voter pour l'extrême droite, tout le monde est choqué, tout le monde pense, en fait, tout le monde pense que parce qu'on est issu de l'immigration ou qu'on est une personne non blanche, qu'on est automatiquement arrimé avec toutes les valeurs de la gauche libérale, hyper progressiste, etc. Alors qu'en fait, non, non seulement les parents, ils viennent de pays où il n'y a pas du tout les mêmes valeurs qui sont promulguées, c'est pas du tout la même acceptation pour tout, hein. C'est pas juste les personnes LGBT, c'est même les femmes. Il y a des pays où le divorce c'est interdit. D'ailleurs, quand Evelyne, son mari, lui demande le divorce, elle n'arrive pas à y croire. Elle refuse de signer. Elle refuse de signer. Elle refuse de divorcer de son mari, quoi. Pas par manque d'amour ni quoi que ce soit, mais vraiment parce que pour elle, c'est irrecevable. Voilà, on est mariés à vie et c'est tout. Donc bon, c'est assez dense comme film. Ça aborde vraiment des sujets qui sont hyper tabous, avec simplicité. Et ça, c'est vraiment la magie du storytelling. C'est la magie des paraboles, c'est la magie des digressions, c'est la magie des histoires et des anecdotes. C'est qu'en fait, on arrive à peindre quelque chose d'extrêmement complexe avec des couleurs qui sont très simples, très très simples. Voilà, donc en termes de péripéties, vous imaginez bien qu'il y a plein de combats et plein de scènes d'action entre, d'un côté, Evelyn, la gentille, donc dans le monde réel, Evelyn, qui essaie de réparer en fait le multiverse, et de l'autre côté, on a tous les antagonistes, euh, Alpha, je sais plus quoi, enfin dans le monde, dans l'Alphaverse, on a, comment il s'appelle, Waymond, qui est son mari, qui fait tout pour lui montrer comment elle fonctionne, enfin comment ça fonctionne, comment elle est, quelles sont ses qualités, quels sont ses points forts. En fait, elle se redécouvre elle-même, dans tout le film, elle se redécouvre elle-même à partir de toutes les vies qu'elle aurait pu vivre, en fait. Et d'ailleurs, c'est drôle, je vous spoil un peu, mais peut-être que ça va vous mettre l'eau à la bouche par rapport au film. Il y a une vie où elle entretient une relation amoureuse avec son inspectrice des impôts. Et j'ai trouvé ça tellement touchant parce que ça montre à quel point même les personnes les plus insignifiantes en fait dans votre vie, elles ont peut-être eu un rôle extrêmement important à jouer dans une autre vie en fait. Et je suis désolé mais ça m'a vachement conforté dans une croyance que j'assumais pas trop avant. Déjà parce que j'ai grandi dans un foyer chrétien et que voilà, chez les chrétiens les morts sont morts et il faut pas chercher, voilà, les morts sont morts. Mais ouais, c'est un truc qui a toujours plané dans mon cerveau qu'il existe plein de vies, qu'il existe plein de mondes parallèles et je crois en la réincarnation. Donc pour moi, ouais, il y a des personnes dans votre vie, d'où ce côté extrêmement familier avec certaines personnes et aussi ce côté extrêmement dur. Des fois, on déteste les gens, on sait pas pourquoi, on a un mauvais feeling par rapport à certaines personnes et on sait pas pourquoi. Peut-être que cette personne-là vous a humilié dans une vie, dans un cycle de vie précédent. Peut-être que cette personne vous a tué dans un cycle de vie précédent. Peut-être elle a ken votre meuf ou ken votre mari. Dans un cycle de vie précédent et vous ressentez ces choses en fait, mais elle est là parce que quelque part elle doit encore vous apporter une leçon en fait. Tout ça c'est des leçons et quand on voit, quand on a cette perspective là de la vie qui est cyclique, je pense qu'on vit mieux sa vie déjà, on assume mieux, on accepte mieux en fait son karma et le fait d'accepter mieux le karma on le ressent moins. Ça c'est une loi, elle est présente dans toutes les spiritualités, dans toutes les religions. Dès lors où on accepte son sort, on ressent moins les difficultés qui sont liées à ces situations-là, quoi. Que dire d'autre par rapport à ce film? Il est divisé en plusieurs parties. Donc la première partie, c'est Everything, tout. La deuxième partie, c'est Everywhere, partout. Et la troisième partie, c'est All at Once. C'est la dernière partie. Donc c'est vraiment acte 1, acte 2, acte 3, quoi. Plus même en termes de structure, enfin bref, c'était parfait, quoi. Vraiment, moi, en tant qu'étudiant, je regardais la structure de ce film et je me disais, mais c'est parfait, en fait. Donc là, d'ailleurs, je vais lire, je pense, le script. Bon, ça va être tellement long, parce que le film est tellement long, mais je vais essayer de lire le script pour voir, justement, comment comment ils ont mis ça sur du papier, en fait. Comment ils ont réussi à mettre ça sur du papier. Voilà. Donc, la deuxième partie, c'est Everywhere. Et, et là, Evelyn, elle commence à comprendre en fait ses pouvoirs et elle commence à faire des sauts dans des univers complètement loufoques. Donc, elle découvre ce fameux univers où elle a une relation amoureuse avec son inspectrice des impôts. Ça lui donne énormément d'empathie. Ça lui donne énormément d'empathie parce que c'était vraiment une femme qui l'aimait énormément. Enfin, moi, je pense que c'est même
la partie du film qui m'a le plus touché. C'est marrant, hein, plus que le fait qu'elle arrive à réparer sa relation avec sa fille. Évidemment, le fait qu'elle répare sa relation avec sa fille, c'est super, mais pour moi, en termes d'écriture, il y a quelque chose qui m'a manqué. Je sais pas comment expliquer. Il y a quelque chose qui m'a manqué et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu fake dans son retournement de... En fait, pour moi, elle avait pas des raisons morales et intellectuelles euh, crédibles pour se réconcilier avec sa fille. En fait, tu peux pas passer d'être homophobe parce que c'est ce qu'elle était. Hein. Les gens ils le disent pas parce que c'est un mot compliqué et tout machin, mais clairement elle est homophobe. Ça n'existe pas chez nous. Voilà, et d'ailleurs c'est peut-être une phrase qui résonne, je suis désolé, hein, c'est hyper trigger warning en fait, triggering en fait cet épisode, je suis vraiment désolé pour les personnes LGBT qui m'écoutent, mais voilà, c'est un peu les trucs que les parents issus de l'immigration ils disent à leurs enfants, ça n'existe pas chez nous, comment oses-tu, ça n'existe pas, en gros ça veut dire je ne te vois pas. Tu n'existes plus, en fait, en français. Eux, ils le disent pas comme ça, mais concrètement, c'est ce qu'ils disent. Si moi j'arrive et que je te dis que je suis vert et que toi tu me dis que tu ne vois pas la couleur verte, c'est que tu ne me vois pas. Hyper violent, hyper violent. Donc clairement, elle est homophobe, en fait, au début. Et à la fin du film, elle accepte sa fille. Mais elle part dans l'autre extrême, quoi. Elle out sa fille. Elle va voir son père et elle lui dit... en fait, elle règle ses comptes avec son père, mais via sa fille. Elle utilise sa fille comme prétexte pour dire à son père, voilà, c'est ma nouvelle vie, je suis une mère américaine, voici ma fille, elle est gay, tu vas l'accepter telle qu'elle est, etc. Mais elle en est toujours pas au... Et ça, j'ai trouvé ça magistral. En fait, elle en était toujours pas au stade où elle pouvait vraiment dire, en fait, écoute, Coco, moi maintenant je suis américaine, this is my new life, et je m'en fiche de ton jugement, et d'ailleurs je vais divorcer de mon mari, et je vais faire une nouvelle vie, et this is my life, en fait. Elle a utilisé sa fille, et souvent vous verrez, enfin, souvent vous verrez. Je trouve que c'est une mécanique qui est vachement utilisée par les parents, d'ailleurs je dis immigrés, mais en fait c'est tous les parents, hein, mais encore plus eux, pour justifier le rapport de force qu'ils entretiennent entre leur culture de naissance et leur culture d'adoption. Et j'ai trouvé ça tellement bien présenté, vraiment jusqu'au bout du film, genre c'est le dernier un peu soubresaut du scénario. J'ai trouvé ça mais excellent quoi. Et en ça, je suis obligé de donner un 10 sur 10 en fait à ce film parce que ça montre que même si on arrive à la fin du film et qu'on voit que la mère, elle a un peu plus d'acceptance et un peu plus de tolérance vis-à-vis de sa fille, on voit bien ses limites. Elle est pas complètement changée en fait. On voit qu'il y a encore du travail à faire. Et ça pour moi c'est, même si c'est une comédie fantastique, enfin, c'est une comédie science-fiction, donc c'est pas censé être crédible et vraisemblable et tout, donc faut pas non plus chercher des poils sur les œufs, mais voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très équilibré, j'ai trouvé ça vraiment top quoi. Anyway, je vais pas vous raconter tout le film, mais clairement ici c'est un film qui m'a profondément marqué quoi. Après on peut parler d'autres vies parallèles qu'elle a eues. Elle a une vie parallèle où c'est une superstar du cinéma. D'ailleurs, je suis désolé, je vous ai pas parlé du casting, mais évidemment le personnage principal est joué par Michelle Yeoh, très grande actrice asiatique. Je dis ça parce que je sais pas d'où elle est, j'ai envie de dire China, mais ça se trouve elle est de Hong Kong. D'ailleurs, je pense plus qu'elle est de Hong Kong et de Taïwan parce que les acteurs actrices chinoises, bon, je pense qu'on peut les compter sur les doigts. En tout cas, ceux qui ont marché à l'international, on peut les compter sur les doigts d'une main. C'est vraiment ceux qui étaient issus des îles qui ont cartonné, quoi. Taïwan, Hong Kong, Singapour, c'est vraiment là où le cinéma à l'américaine, on va dire, il a bien pris, quoi. Le cinéma chinois et même le cinéma japonais, il est arrivé longtemps après, longtemps après. En termes de reconnaissance internationale, hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les Wang perdent la laverie à cause de leur dette. La relation entre Evelyn Saucis et prend fin. Evelyn, chef, révèle la supercherie de Chad. Non, c'est trop complexe. Je vais pas vous détailler le scénario parce que c'est trop complexe. Et encore une fois, bravo au scénariste parce que... Mais il me semble que j'ai demandé justement à mon assistant, c'est lui qui m'a dit de regarder le film. J'ai demandé combien de temps ils avaient mis pour faire le scénario et il me semble que le scénario a été écrit pendant des années. Et évidemment, en fait, qu'il a été écrit pendant des années. The fuck. Évidemment qu'il a été écrit pendant des années. C'est impossible d'avoir cette complexité, cette profondeur dans une histoire sans l'avoir travaillé, retravaillé, corrigé, retravaillé, encore retravaillé et tout pendant des années. C'est impossible. Voilà. Qu'est-ce que
qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le film? C'est un film qui est vraiment touchant à tous les points. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un film, tout le monde devrait être d'accord, en fait. Les gens bizarres, qui ne consomment que de la science-fiction et des films chelous avec des tentacules, ils seront contents parce que l'esthétique du film, elle répond à ça. Les gens qui sont là pour voir un film d'action, ils seront contents parce qu'il y a des scènes d'action, mais phénoménales. Et j'ai entendu dire que Michelle Yeoh faisait ses cascades elle-même. Donc la go, elle est grave chaude. Et ensuite, les autres, voilà, les personnes un peu woke... progressiste, voilà, si je ne me vois pas dans le film, je veux pas regarder le film. Ben en fait, il y a toute une storyline entre une mère et sa fille qui est lesbienne. Et franchement, faut le faire, quoi. Une mère chinoise avec sa fille chinoise et américaine et lesbienne. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça, même dans des séries, en fait, j'ai jamais vu ça. Et la télévision, c'est censé être quand même un peu plus proche de nos réalités que le cinéma, quoi. Les personnes qui veulent voir un personnage principal qui est une femme avec un certain âge, parce qu'il faut dire ce qui est, Michelle Yeoh, elle a son âge, et le personnage principal, la Evelyn, c'est pas une gamine, hein. Je pense qu'elle a elle a la cinquantaine, quelque chose comme ça. Sa fille, elle a déjà 20 ans. Je pense qu'elle a au moins la cinquantaine. Et ça aussi, c'est rare sur les écrans de voir des femmes qui ont un certain âge en lead. Enfin, vous vous rendez pas compte, en fait. C'est des années et des années et des années d'invisibilité pour ces femmes, pourtant qui contribuent, qui font la grande force et le gros des publics, en fait, du cinéma. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont dû regarder ce film et qui se sont senties visible et avant je pense que je savais même pas ce que ça voulait dire parce que je me voyais tellement pas en fait je regardais les histoires, je les consommais, évidemment je me reconnais dans les émotions et comme je vous ai dit au début de l'astro commentaire, dans les thèmes en fait des histoires, mais c'est vrai que d'un point de vue purement personnel, je regarde pas E.T. En me disant que le petit mec blanc qui grandit dans une zone pavillonnaire bourgeoise des États-Unis, je me dis pas que c'est moi. Voilà. Et on n'a pas besoin de se dire que c'est moi pour apprécier un film, c'est complètement absurde, mais quand même, ça fait du bien de se voir au grand écran. Et encore une fois, je vous le dis, la majorité du casting est asiatique, et je ne suis pas asiatique, mais je ne me suis jamais, je pense, senti aussi vu dans un film, en tout cas depuis longtemps, que dans Everything Everywhere All at Once. Et aussi dans le côté fantastique, évidemment, avec les univers parallèles. Il y a toute une magie autour de ça. On pourrait parler d'ailleurs pendant des heures de la... Comment dirais-je? On pourrait parler pendant des heures de la spiritualité qui est derrière. Évidemment, ici, c'est des croyances qui sont très bouddhistes. C'est très bouddhiste, c'est très hindou aussi, dans certaines croyances. Voilà, le multiverse, exister à plein d'endroits en même temps, c'est une nature qui est divine. D'ailleurs, j'espère que je suis pas en train de blasphémer en disant que je pense qu'on existe à plein d'endroits en même temps, mais je ne pense pas, parce que c'est pas parce que t'existes à plein d'endroits en même temps que t'es Dieu, hein, c'est pas si suffisait que de ça. Mais bon, en tout cas, excellent film, vraiment, je vois même pas à qui je ne pourrais pas recommander ce film. Et c'est rarissime, parce que moi, je suis très spécifique dans mes recommandations. Je suis très niche, très à chacun son chacun, parce que je viens de l'industrie du livre. Et en fait, un livre, une personne. Voilà, deux personnes ne vont pas avoir même le même rapport à une lecture d'un même livre. Donc, je suis vraiment très catégorique, très... et vous pouvez le voir dans Mythologie Astrale, à la manière dont je classifie mon contenu. Il y a un code couleur, c'est très carré, voilà, chacun à sa place. Ben là, en l'occurrence, Everything Everywhere All at Once, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ce film a été une véritable claque. Et je suis en profonde admiration et profond respect de Daniel Kwan et de Daniel Scheinert, parce que ça se voit en fait que c'est vraiment le scénario de ce film de Backbone. Et en fait, quand vous rajoutez un scénario qui est excellent, un casting qui est excellent, une lumière et des effets spéciaux qui sont excellents, une musique qui est excellente, voilà, une super promo, ben là en fait vous obtenez un méga blockbuster. Donc moi j'ai pas envie de m'avancer trop parce que j'ai pas non plus vu la blinde de films de 2022, non pas que j'ai pas vu beaucoup de films l'année dernière, j'ai vu beaucoup de films l'année dernière, mais de 2022 j'ai pas vu beaucoup de films, mais clairement pour moi c'était le meilleur film de de 2022. Clairement, hands down. Et pourtant, j'ai vu des films de ouf cette année, hein. Mais c'était le meilleur film de 2022, quoi. Juste, next level shit. Next level shit. Et vraiment, euh, comment dirais-je, déjà, les frères Anthony et Joe Russo, bon, next level. Duo de producteurs, duo de réalisateurs et duo d'auteurs aussi. Donc vraiment, je sais pas, il y avait
c'était du lourd, c'était du lourd. Et d'ailleurs trop drôle parce que normalement Awkwafina elle devait être dans le film et je pense que Awkwafina elle devait jouer le rôle de la fille et finalement elle a pas accepté comme quoi vous voyez c'est une autre nana qui a accepté le rôle, bah du coup celle qui joue la fille en fait dans le film et c'est pas Awkwafina du coup. Sauf si elle a été hyper bien maquillée que j'ai pas capté que c'était Awkwafina. Voilà, je sais pas ce que je peux dire de plus à part que allez voir le film et si vous l'avez déjà vu, genre regardez-le encore parce que c'est un film qui a vraiment été primé en plus. Il a eu un Saturn Award en 2022 pour le prix du meilleur film fantastique, pour le prix de la meilleure actrice pour Michelle Yeoh, meilleur acteur pour Ke Huy Quan. Ils ont eu les Golden Globes 2023, ça c'est hyper récent par contre, les Golden Globes, c'est littéralement, je sais pas quand est-ce que cet épisode va sortir, mais en tout cas, une semaine après, et d'ailleurs c'est un peu ça qui m'a motivé à faire l'astro-commentaire de Everything Everywhere All at Once, c'est qu'ils ont gagné les Golden Globes là en 2023, et j'ai vu un discours mais tellement touchant. Mais en fait, vous vous rendez pas compte à quel point. Après, je pense que c'est parce que ma nounou était vietnamienne. Long story short, mon père aussi est vietnamien. Je vous expliquerai un jour, mais c'est trop compliqué à expliquer. J'ai pas envie d'expliquer aux gens parce que c'est ma vie privée. Euh, et, euh, et en fait, bon, je pense que c'est ça qui fait que je suis très proche de ces cultures-là, de cette communauté-là. En tout cas, en ce qui concerne l'Asie du Sud-Est. Faut pas non plus étendre partout. Mais, je sais pas, de voir ce petit pépé, hein, ce petit pépé, celui qui joue le rôle du père et tout dans le film, faire son petit discours aux Golden Globes. Il disait, quand moi j'ai commencé à faire du cinéma, que les réalisateurs et les producteurs, ils disaient que les Asiatiques n'étaient pas assez bons pour faire du cinéma. Vous vous rendez compte à quel point cette industrie, elle était raciste. C'est un truc de malade. Et genre, il disait, ouais, que à l'époque, en fait, il disait que les Asiatiques n'étaient pas bons pour faire du cinéma et je sais pas, il était un peu dans un mood où il disait qu'il était content d'avoir vécu assez longtemps pour pouvoir vivre l'inverse de ça, en fait. Primé aux Golden Globes, quoi. Enfin, it's a long way to go. Et moi, ça m'a donné vachement de courage parce que, encore aujourd'hui, les personnes noires dans le cinéma, elles font face à de la discrimination, elles sont pas récompensées de la même manière dans les cérémonies de remise de prix. Il y a beaucoup de problèmes. Et en fait, ça montre qu'en l'espace d'une existence, tout peut complètement changer en fait. Si chacun met la main à la pâte et que tout le monde œuvre pour un cinéma qui est un peu plus inclusif, un peu plus diversifié, ben les choses vont beaucoup mieux quoi. Et bref, ça m'a vachement touché le discours du vieux, le discours de Michelle Yeoh aussi et le discours du second rôle du film Ke Huy Quan que je trouve trop beau en plus ce mec genre il est trop mignon, c'est celui qui joue le rôle de en plus, comme par hasard, il est viet. Il joue le rôle c'est un Vietnamien. En plus, il est né à Saigon. Putain, il est né en 71. Anyway, stop. Mais voilà, enfin, il est né à Ho Chi Minh Ville. D'ailleurs, ça s'appelle plus Saigon. Mais, mon père aussi était né à Saigon. Il est plus de ce monde. Et, et ouais, je sais pas, le mec, enfin, je sais pas, pardon, I'm rambling, je suis en train de rien dire depuis tout à l'heure, je suis en train d'hésiter, mais je sais pas, ce mec-là, il joue un rôle dans le film, donc il joue le rôle du mari qui demande le divorce de sa femme, et en fait, on se rend compte au fur et à mesure du film qu'il demande pas le divorce parce qu'il n'aime plus sa femme, il demande le divorce parce qu'il comprend qu'il ne réussira jamais à rendre heureuse sa femme. Et bref, moi, en bon scorpion ascendant avec ma maison 12 en balance, ça m'a envoyé dans toutes mes vies précédentes, je sais pas, où je sais pas, où j'ai peut-être vécu des histoires d'amour tragiques ou des relations tragiques et ça m'a crush, j'ai beaucoup pleuré en voyant ce film. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été ému comme ça par un film, donc leur histoire d'amour m'a beaucoup ému. L'amour qu'il a pour elle est extrêmement pur et en fait, on voit que, je sais pas, en fait, rien que d'y penser, je suis hyper ému, mais en fait, toute cette histoire de saut dans des univers et le fait qu'ils évoluent dans des univers qui sont différents, et que du coup, à chaque fois, son mari, il exprime une facette différente, en fait, de lui-même, parce que c'est toujours la même personne, c'est juste qu'elle existe dans des univers qui sont parallèles. Et en fait, c'est vrai qu'au début du film, la personnage principale, Evelyn, elle est surtout attirée par le côté macho, badass, sexy, vachement confiance en lui de son mari. Mais du coup, c'est pas son mari, c'est celui qui vient de l'univers alpha, où tout le monde est un peu, j'ai l'impression qu'ils sont tous un peu sous stéroïdes là-bas, ils sont tous un peu violents là-bas, donc elle le kiffe grave.
et elle rejette, enfin à chaque fois qu'il quitte le corps de son vrai mari, elle pousse son mari comme si c'était comme si c'était genre je sais pas moi un vieux sac de légumes pourris quoi. Et bon, d'un côté, ça m'a fait de la peine pour son mari, et de l'autre, je sais pas, je me suis dit, mais c'est la même personne. Enfin, comment tu peux ne pas voir que c'est la même personne, en fait? C'est juste qu'il exprime des facettes qui sont différentes, et il y a un passage qui m'a profondément ému. Je pense que c'était l'un des moments les plus... Il y a eu beaucoup de scènes émouvantes, en fait, dans ce film, mais c'était l'un des moments les plus émouvants dans le film. Il lui sauve la vie. Euh, c'est pas, du coup, c'est pas c'est pas Alpha machin qui vient d'un monde parallèle, du coup qui sait se battre et tout, qui lui sauve la vie. C'est son mari en fait de la vie de tous les jours. Il lui sauve la vie en fait. Elle va mourir parce qu'elle doit enfin elle va se faire défoncer par l'opposition, les antagonistes. Et en fait il lui sauve la vie en suppliant les gens d'arrêter de se battre en fait, que ça ne mène à rien. Vraiment un moment très Mars en balance. Donc je me suis senti vachement touché. Et en fait, il leur dit d'arrêter de se battre. Et il a rien pour se défendre, à part lui-même. Et en fait, il fait un barrage de son corps pour protéger sa femme. Et je sais pas, il y a un time-lapse bizarre où ils sont dans un univers parallèle. Et en fait, elle comprend en faisant plein de sauts dans plein d'univers que... Enfin, elle comprend une leçon qu'elle est censée comprendre depuis le début du film. Que en fait, son mari, il est comme il est. Et elle doit l'accepter tel qu'il est. Et en fait, c'est pas un mec violent. C'est pas un mec... macho, c'est pas un mec brutal ni quoi que ce soit. En fait, il a sa manière de se battre et il a son style de combat, et c'est un style qui est quand même efficace. Il arrive quand même à arriver à ses buts, mais jamais en écrasant les gens, en les humiliant, en leur faisant du mal. Et je sais pas, ça m'a vachement touché parce que vraiment, je trouve que Hollywood est aux antipodes de ça, et je pense aussi que je suis pas un mec asiatique, mais je pense qu'il y a beaucoup de mecs asiatiques qui sont pas forcément dans une culture de la violence, et pourtant, Dieu sait que, enfin, il y en a plein bon, c'est un stéréotype, donc c'est pas bien, mais, en tout cas, il y en a certains qui sont entraînés aux arts martiaux, ça vient quand même de là-bas, et qui peuvent vous niquer votre race en 5 secondes. Mais c'est vrai que quand on pense aux hommes asiatiques, on pense pas forcément à, à quelque chose de, voilà, de brutal, de violent. Après, il y a évidemment des clichés racistes dans ça, ils s'énervent jamais, etc., mais il y a une forme attendez 2 secondes, parce que là, oh. En fait, il y a une forme de grâce, je trouve, dans le fait de se dire que j'ai la capacité de nuire, et j'ai la capacité d'exercer la violence, mais j'ai pas forcément le faire. Et Hollywood ne montre jamais ces profils-là, c'est toujours des profils de mecs très alpha, surtout Hollywood, surtout dans leurs blockbusters, donc peut-être moins dans les films indépendants qui sont produits à Hollywood évidemment, et encore moins dans les comédies en fait. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est souvent très archétypal, mais dans le mauvais sens du terme, en tout cas pour les mecs, et surtout quand les mecs sont des personnages secondaires, ça manque de profondeur en fait. Et là en l'occurrence, on a un profil de mec qui est père de famille, voilà, qui est pas forcément un mec très violent, enfin clairement c'est la femme qui porte la culotte en fait dans le couple, et en fait on comprend que c'est pour ça qu'elle aime, et elle-même elle se rappelle en fait à la fin du film que c'est pour ça qu'elle aime en fait, que parce que il est là, il arrive à il arrive à montrer son point de vue, il arrive même parfois à imposer en fait sa vision, mais jamais par la violence. Et je sais que c'est un principe qui est très important dans plein de cultures asiatiques. D'ailleurs, c'est pas forcément je sais pas moi, en Chine, à Hong Kong, ou c'est dans plein de cultures asiatiques. Je sais pas si c'est forcément le cas dans des cultures africaines, je ne pense pas, hein. Mais en tout cas, dans les cultures asiatiques, je sais que c'est quelque chose qui est important. Alors, est-ce que ça vient de Confucius? Est-ce que c'est dans les piliers du bouddhisme ou de l'hindouisme ou du shintoïsme qui a ça? Mais il y a vraiment ce truc de vaincre sans utiliser la violence. Et en fait, on retrouve ça dans les arts martiaux, on retrouve ça dans le jujitsu, on retrouve ça dans le judo. Et il le montre en fait aussi dans le film. En fait, les scènes de combat sont tout aussi émouvantes, en tout cas pour moi ça l'a été. C'était tout aussi émouvant que les scènes de dialogue en fait. Et donc à la fin du film, elle arrête d'être dans la violence et dans la colère, et elle opte pour un style qui est beaucoup plus défensif en fait. Elle arrête de vaincre les gens. Elle essaie de les convaincre en fait. Elle essaie de les convaincre, et elle essaie de trouver dans chaque monde parallèle
le petit bouton spécial sur lequel il faut appuyer pour désamorcer en fait la bombe qu'est cette personne. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'a profondément touché. C'est quelque chose qui m'a profondément touché. Je trouve qu'au final, c'est un film d'action, c'est un film de comédie, c'est un film de science-fiction, mais c'est aussi un film qui nous amène à beaucoup plus d'empathie et beaucoup plus de compassion, en fait. S'il y a vraiment une énergie qui se dégage au maximum, en fait, de ce film, c'est vraiment l'énergie de la compassion. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a profondément touché. Donc, je vais m'arrêter là parce que c'est en train de me mettre dans un état... et je peux vous dire que c'est plus de 2 mois après que j'ai vu le film, hein. Donc, sincèrement... je vous imaginez même pas l'état dans lequel j'étais quand j'ai vu le film pour la première fois et je sais même pas si j'aurais le cœur de regarder ce film-là à nouveau, à part si je suis avec quelqu'un évidemment, parce que c'est hyper intense. Il y a trop de, enfin en fait c'est comme si ce film à lui tout seul, il était parti chercher tout l'angle mort en fait d'Hollywood, tout ce que Hollywood ne voit pas en fait dans son angle mort. C'est comme si ce film était parti chercher ça et qu'il avait mis sur le devant de la scène. Donc en fait, quand vous faites partie de ces personnes qui sont souvent dans l'angle mort en fait d'Hollywood, ben forcément le résultat de ça, c'est que vous vous sentez juste super visible, quoi. Super, 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 super visible. Donc voilà un petit peu pour cet astro-commentaire. Je pensais même pas que ça allait durer aussi longtemps. Désolé pour la voix tremblotante et compagnie. Je pensais même pas que le sujet allait me toucher comme ça. Mais en fait, c'est profondément touchant comme film. Donc je vous invite vraiment à le regarder. Et désolé pour les spoils. Mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, le film est sorti il y a plus d'1 an. Hein, donc bon, si c'est pas moi qui vous ai spoilé, c'est quelqu'un d'autre qui vous a spoilé. Et je vous embrasse. Et encore une fois, allez regarder le film. Je suis pas payé pour faire la promo du film, je tiens à préciser, mais allez le voir parce que ça en vaut vraiment le détour, quoi. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite sur le podcast.